toujours avec le même plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief sur la panafricaine Médian. Après la promulgation de la nouvelle constitution gabonaise par le président de la transition, le général Oligui Nguema, le Parlement de la transition a adopté le 20 janvier dernier le nouveau code électoral. Ces décisions constituent des étapes clés pour le retour au pouvoir à un régime civil au Gabon. Le nouveau texte octroie 2 sièges de députés aux représentants des Gabonais de l'étranger et permet aux binationaux de se présenter à toutes les élections, à l'exception de la présidentielle. Les militaires, également les magistrats, pourront aussi s'engager en politique et se présenter à des élections. Une disposition critiquée par l'opposition gabonaise, tentant vers un retour à l'ordre constitutionnel au Gabon plutôt que prévu, quel défi de l'organisation de la présidentielle gabonaise en 2025. Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, nous irons au Soudan où le général Abdel Fattah al-Burhan a bouclé une tournée africaine qui l'a conduit au Mali, en Guinée-Bissau, en Sierra Leone, au Sénégal et en Mauritanie. Cette tournée diplomatique intervient au moment où le Soudan traverse une crise interne depuis avril 2023. En effet, depuis cette date, un conflit entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide a fait plusieurs centaines de morts et des millions de déplacés internes dans le pays. Pour le président du Conseil national de transition au Soudan, les pays africains sont liés par un destin commun qui exige un soutien mutuel et une solidarité entre eux. Cette tournée africaine d'Al-Burhan, s'agit-il d'une ouverture diplomatique du Soudan ou d'une tentative de réintégration à l'UA? Quels enjeux de la tournée africaine du général Al-Burhan? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec M. Thierno Souleymane Diop-Niang, spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Un plaisir de vous retrouver à nouveau sur ce plateau. Bonjour Dada, c'est un plaisir de revenir à cette émission et de revoir mon cher ami Sadibou. Et un plaisir également, cher Sadibou Ndiaye, spécialiste en sciences politiques également et relations internationales. Merci également d'avoir répondu présent à nouveau à notre invitation. Merci Daouda, c'est un plaisir de partager ce plateau avec le brillant Thierno Souleymane Niang. Et je reviens à Thierno d'ailleurs au Gabon après le coup d'État d'août 2023. Quel bilan tirez-vous aujourd'hui des actes posés jusque-là par les autorités gabonaises de la transition? Je pense que c'est la suite logique aujourd'hui au Gabon. Parce que naturellement, quand on voit le contexte dans lequel le président Nguema est venu, c'était un contexte tendu. Et donc les gens se sont dit, écoutez, on est dans une dynamique de renaissance, on va accompagner cette transition-là. Je pense que le président Nguema aussi a été très intelligent ou subtil parce qu'il a senti que à un moment, sa cote de popularité est en train de décroître et il fallait peut-être aller dans le sens de l'attente populaire. Et cette attente, c'est ramener des élections, c'est restaurer la légalité et il l'a fait en faisant un référendum et plus tard la constitution qui est adoptée. Je pense que c'est une très bonne chose. Le code électoral également adopté par l'Assemblée. Et le nouveau code électoral. Maintenant, naturellement, il y a des contestations, il y a aussi des zones d'ombre parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, dans ce code électoral-là, voilà, il y a une place ou en tout cas des interstices qui sont faits aux militaires ou à un personnel qui pour moi doit rester en backstage. C'est important parce que c'est eux qui sont en charge non seulement de veiller à la dynamique ou à la vitalité de la République, mais aussi de faire restaurer la loi, la défense, etc. Je parle non seulement des militaires, mais aussi des magistrats. Donc vraiment, il y a peut-être quelque part des ajustements à refaire pour que cette transition-là, qui a été enclenchée après la fin du clan Bongo, soit menée jusqu'au bout, mais qu'elle profite aux Gabonais. Je pense que c'est ça le sens. Mettre les Gabonais au cœur aujourd'hui de cette transition-là pour aller vers un retour des civils au pouvoir. Et Sadibou, des assises nationales tenues, une nouvelle constitution gabonaise, comme l'a rappelé Thierno tout à l'heure, qui a été promulguée, un nouveau code électoral également adopté, autant d'actes posés dans le cadre d'aller vers la fin de la transition, tentons aujourd'hui vers un retour à l'ordre constitutionnel plus que prévu au Gabon. Oui, Daouda, on tend vers un retour constitutionnel, mais un retour constitutionnel qui peut être mitigé, comme l'a dit Thierno, parce qu'il y a peut-être des ramifications
qu'on ne nous a pas dit, parce que permettre aux magistrats ou aux militaires de pouvoir se présenter dans diverses élections, peut-être, soulève débat. Donc, c'est ce que l'opposition gabonaise même dénonce. Mais il faut aussi savoir que le Gabon a toujours traversé ces genres de situations un peu difficiles depuis ses indépendances avec Léon Mba, en passant par le clan Bongo jusqu'à ces coups d'État-là qui ont permis vraiment de redonner le pouvoir au général Oligui Nguema. Maintenant, Oligui Nguema, comme l'a dit Thierno, il faut qu'il soit subtil par rapport à ce qu'il faut mettre en place pour permettre à l'opposition gabonaise, à la société civile et aux autres acteurs de tomber d'accord par rapport à une situation qui va permettre de revenir à une normalisation. Il faut qu'en Afrique, que nos dirigeants cessent de mettre en exergue des genres d'astuces qui leur permettent de revenir au pouvoir ou d'avoir des contournements à faire pour se maintenir au pouvoir. Je pense que ces genres de situations doivent être dépassées. Parce qu'aujourd'hui, le Gabon a une jeunesse vaillante, une jeunesse intelligente, une jeunesse qui brille partout dans le monde. Lorsque vous allez dans les plus grandes universités du monde, vous allez trouver des intellectuels gabonais. Tierno, comme le disait Sadibou tout à l'heure, nous avons constaté tous les actes posés aujourd'hui par le général Oligui Nguema depuis le début de la transition. Aujourd'hui, ces deux points-là, ou bien ce point même qui fait point de discorde au niveau du nouveau code électoral, à savoir aujourd'hui les magistrats et les militaires, la possibilité aujourd'hui d'entrer en politique. Est-ce qu'on pourrait assister aujourd'hui à ce que le général Oligui Nguema, président de la transition, retire ces dispositions-là pour qu'on arrive à un consensus, puisque jusque-là, quand même, les actes qu'il a posés vont dans le sens aujourd'hui d'aller vers une élection présidentielle et un retour à l'ordre constitutionnel? Écoute, moi je pense que oui, pour mettre à l'aise vraiment toutes les parties prenantes de ce processus-là. C'est vrai que, bon, on n'est pas Gabonais, mais on est des Africains. Donc, on a le droit aujourd'hui de s'intéresser à tout ce qui se passe sur le continent africain parce qu'aujourd'hui, on a envie que ce continent bouge. Maintenant, pour moi, le président Nguema a été très intelligent en allant vers une transition, organisant un référendum, mettant en place une nouvelle constitution. Maintenant, ces contestations-là peuvent être tues si le président met tout le monde à l'aise. Aujourd'hui, on soupçonne le président Nguema de vouloir se présenter. Parce qu'aujourd'hui, si jamais ces clauses sont maintenues dans la Constitution, il a le droit légalement de se présenter. Ça, c'est la première chose que je veux dire. Mais autre chose aussi, je pense que si on scrute très loin, aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on ne dit pas, mais qui aujourd'hui est en train de se passer. C'est-à-dire, il y a aussi une raison géopolitique pour la prochaine présidence du Gabon, parce que le Gabon est situé dans le golfe de Guinée. Et je pense que c'est une zone assez stratégique, névralgique, pas uniquement pour le Gabon, mais pour l'Occident et principalement les États-Unis. Les gens sont en train de dire aujourd'hui que l'Amérique veut s'installer au Gabon, avoir une base militaire. C'est le débat autour des bases aujourd'hui. On est en train chez nous de vouloir chasser les bases françaises, mais aujourd'hui, et on dit qu'aujourd'hui que le président... Avec le retrait de la base militaire américaine du Niger. Absolument. On dit aujourd'hui que le président Nguema pourrait recevoir le soutien de l'Amérique. Est-ce que cela pourrait être toujours d'actualité, Thierno? Si l'on voit également, vous parlez tout à l'heure d'enjeux géopolitiques, vu également les changements qu'il y a aux États-Unis avec l'avènement de Trump également au pouvoir. Mais oui, pour moi, aujourd'hui, même plus que jamais, parce que... Mais pour son premier mandat, l'Afrique n'était pas dans ses priorités. Oui, mais Trump, c'est quelqu'un qui va pour l'America First, Make America Great Again. Mais absolument. Mais Trump est pour la sécurité américaine. Et la sécurité américaine aujourd'hui est l'explication de l'érection de cette base au Gabon. C'est-à-dire qu'il pourrait contrôler toute cette zone-là, parce que nous tous, on sait que le terrorisme, l'extrémisme, etc., ce sont des menaces internationales et transversales. Ce qui peut se passer dans un continent peut toucher un autre continent. Ils peuvent préparer des attentats ou en tout cas des forfaitures dans cette zone-là et aller plus tard le mener sur le territoire américain. Je pense qu'au contraire, ça peut aller jusqu'au bout. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, le nouveau locataire de la Maison Blanche est quelqu'un qu'on ne peut pas cerner. Il peut se lever un bon matin et dire j'arrête tout ça. Mais tant mieux, parce que pour moi, il ne devait plus y avoir de base étrangère sur le continent africain. Et cher Sadibou, au Gabon toujours, le calendrier de la transition a été jusque-là suivi comme promis, voire même anticipé avec l'adoption d'une nouvelle constitution en septembre 2024 par le Parlement de la transition et voté par référendum en novembre dernier, ainsi que également le code électoral. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui de ce calendrier de la transition exécuté jusque-là? Je pense que c'est un bon calendrier parce que pour moi, le président gabonais doit s'inspirer même de Jerry Rawlings. Rawlings, comme vous le savez, il a eu à mettre en place des institutions tellement fortes que vous voyez aujourd'hui le Ghana. Le Ghana a dépassé, je pense, beaucoup de choses durant sa trajectoire politique.
Maintenant, pour le cas du Gabon, certes, il y a une nouvelle constitution, un nouveau code électoral et tout cela, mais le président gabonais doit aussi savoir qu'il y a des enjeux sous-régionaux et aussi des enjeux internationaux qui vont frapper de plein fouet le continent africain. Comme l'a dit Tcherno, les États-Unis sont pour leur sécurité, Trump, que ce soit Trump ou Biden, donc l'avènement de ces bases militaires-là, mais c'est tout simplement pour contrer aussi cette route de la soie que la Chine est en train de mettre en exergue. Parce que vous le savez, la Chine, vraiment, actuellement, décide sur beaucoup de choses au niveau du continent africain. Vous avez vu entre le Niger et le Nigeria, et le Bénin, ainsi de suite. Donc, ici au Sénégal, donc l'Éthiopie, ainsi de suite. Donc, il y a des ramifications qui sont en train d'être mises en place par des puissances étrangères comme la Russie, comme la Chine. Donc, pour que cela puisse vraiment défendre le continent africain, le président gabonais doit s'orienter à mettre en place des institutions fortes, des institutions qui vont lui permettre de continuer cette transition et de donner le pouvoir aux civils et de permettre au Gabon d'avoir une grandeur démocratique comme l'a eu des pays comme le Sénégal, le Ghana, ainsi de suite. Parce que actuellement, sur le plan géopolitique, comme je l'ai dit tantôt, il y a une bataille qui est en train de s'opérer sur le continent africain entre la France, la Chine, la Russie et les États-Unis qui vont venir vraiment compléter ces enjeux-là. Donc, pour pouvoir contrecarrer cette mainmise occidentale, américano-russe ou française, il faut que nos chefs d'État puissent s'orienter vers des programmes qui sont endogènes, des programmes qui vont défendre pratiquement le continent africain. Et pour cela, il faut avoir des institutions fortes, des institutions qui vont permettre vraiment d'avoir des transitions démocratiques et ne plus sombrer dans ces genres de situations comme ce qui se passe au Sahel ou ce qui se passe dans d'autres contrées de l'Afrique. Des institutions fortes, mais également incarnées par des hommes aussi de bonne foi, puisque nous l'avons vu dans certains pays où les constitutions avaient été verrouillées, des institutions fortes également établies, et pourtant deux hommes ont toujours trouvé le subterfuge aujourd'hui de contourner tout cela et de ramener la constitution et les lois à leur guise et à leur bonne volonté. Et quand je parle d'institutions fortes, ces institutions fortes sont toujours accompagnées par des acteurs sincères. Oui. Parce que quoi qu'on puisse dire, il faut que les acteurs politiques sur le continent africain puissent être sincères par rapport à ces situations qui se déroulent dans les États. Prenons le cas du Sénégal. À un moment donné, les acteurs ont compris qu'il fallait aller vers des élections. Et certes, l'opposition a mis la pression, les institutions internationales ont mis aussi la pression, mais celui qui devait décider, à savoir le président de la République Macky Sall, il a compris qu'à un moment donné, il faut céder. Et les acteurs ont été sincères par rapport à cette situation-là. Il a fallu aussi que les juges constitutionnels prennent leurs responsabilités. Effectivement. Et également donc je pense que ça soit au Gabon, au Mali, au Burkina ou dans d'autres contrées du continent africain, il faut que les acteurs politiques, que ce soit aussi la société civile et d'autres qui composent la vie d'une nation, puissent être sincères par rapport à ces genres de situations. Parce que ces situations engagent des générations et des générations futures. Regardez ce qui se passe en Afrique d'Ouest. Aujourd'hui, c'est la famine. Bon, je ne dis pas que c'est la famine carrément au Soudan, mais regardez la situation au Soudan. En Éthiopie, oui, en Éthiopie aussi, dans d'autres contrées du continent africain. Donc, il est important que ces dirigeants-là puissent être sincères. Regardez en Centrafrique, avec l'ancien président Bozizé, avec l'actuel Touadéra. Donc, vous voyez que l'Afrique est en train de traverser des situations assez difficiles. Et je parle de sincérité des acteurs, parce que ce sont ces acteurs-là qui ont ces leviers de décision-là qui permettent vraiment aux populations d'adhérer par rapport à des solutions de paix et de stabilité. Et ce sont ces acteurs également qui font le jeu politique dans ces pays-là. Et Tcherno également, il y a certains au Gabon qui parlent ou qui proposent même une présidentielle anticipée. Est-ce que le délai ne vous semble pas court aujourd'hui, tenir une présidentielle dans 2 mois dans ce pays qu'est le Gabon? Bon, il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu. D'abord, surtout la logistique. Je pense qu'organiser une élection doit d'abord répondre à des principes d'inclusion. C'est important que tous les Gabonais, qu'ils soient au Gabon ou à l'extérieur, puissent participer. Je pense que ça, c'est important et pour ça, il faut l'organiser. L'enrôlement des Gabonais de l'extérieur est déjà en cours depuis quelques semaines. Il faut que ça soit très bien organisé, que le processus soit inclusif et surtout, moi, il y a 2 mots que j'ai retenus de vos propos et que j'apprécie. Sadibou a parlé de sincérité, tu as parlé de bonne foi. Et je préfère à ça par rapport à ce qu'Obama avait dit. Obama avait dit que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Moi, je dis que l'Afrique a besoin d'institutions fortes, mais aussi d'hommes de foi, pas d'hommes forts. Parce que malheureusement, nos systèmes politiques sont façonnés tels qu'ils répondent à des hommes et à des femmes qui font tout
Ils défendent tout. Donc, ces hommes et ces femmes doivent être consciencieux et être de bonne foi ou être sincères dans l'exercice du pouvoir de tous les jours. On souhaite que la même attitude ou la même posture pour Nguema, qui aujourd'hui, oui, on a accepté, on allait fermer les yeux autour de ce coup d'État. Donc, il doit mener le processus jusqu'au bout et rendre le pouvoir aux civils. C'est ça qu'il doit faire, je pense. Et d'ailleurs, les modifications électorales dans ce nouveau code électoral aujourd'hui autorisent également aux Gabonais de l'extérieur de disposer aujourd'hui de 2 sièges au niveau du Parlement également et même aux binationaux de se présenter aux différentes élections, à l'exception de la présidentielle. Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous également de ces nouvelles dispositions du code électoral gabonais? Pour moi, c'est une très bonne chose parce que la diaspora, puis quoi qu'on puisse dire, fait partie du Gabon. La diaspora sénégalaise fait partie du Sénégal. Je pense qu'on est aussi dans un monde fortement mondialisé et que les gens ont le droit de participer à la vie active de leur nation d'origine, où qu'ils puissent être dans le monde. Surtout qu'on sait que du point de vue économique, la diaspora africaine participe énormément pour l'essor et le développement du continent. Donc, si on envoie son argent, on a le droit de participer à la vie citoyenne, active et même politique de la nation. Je pense que ça, c'est une très bonne chose. L'autre chose aussi, tu as parlé par rapport à la participation un peu des binationaux aux différentes élections, à l'exception de la présidentielle. Pour moi, de ce point de vue, il y a un principe. Pour moi, sincèrement, je pense que quand on dirige un pays, il faut avoir une seule nationalité. Ça, pour moi, c'est le débat. D'où l'interdiction d'ailleurs aux binationaux de participer à la présidentielle. Absolument. Au Gabon, ils pourront participer à toutes les élections. Ça, je suis en phase avec cette disposition-là. C'est comme au Sénégal, il y a quelques temps. C'est-à-dire qu'il y a 1 an, quand on a parlé du débat de la binationalité, oui, pour moi, on ne peut pas, parce que c'est grave, c'est un point stratégique. Si aujourd'hui, on a une autre nationalité, c'est-à-dire qu'on gère des intérêts. On est président de la République d'un pays, ça ne se passe pas bien et on vend les intérêts de ce pays-là à un autre pays, c'est grave. Deuxième nationalité. Non, je pense que de ce point de vue-là, je suis totalement en phase avec la nouvelle constitution. Quand on veut diriger un pays, il faut avoir l'exclusivité de la nationalité de ce pays-là, sinon on n'aspire pas à cette station-là. Et on reste avec ce point aujourd'hui des binationaux, puisque aujourd'hui des Gabonais ou d'autres Africains de l'étranger ont tellement duré dans leur pays d'accueil qu'ils en ont adopté la nationalité, en plus également de leur nationalité d'origine. Et on constate également de plus en plus aujourd'hui cette ouverture des pays africains à leur diaspora. On voit aujourd'hui au Sénégal, il y a des sièges à l'Assemblée nationale octroyés à ces Sénégalais de la diaspora. Pareil également pour le Gabon dans le cadre du nouveau code électoral et de la nouvelle constitution. Quelle lecture faites-vous également, cher Sadibou, de cette ouverture de plus en plus également des pays africains à leur diaspora pour être impliqués dans la gestion des affaires de leur pays, puisque économiquement, cher Thierno l'a d'ailleurs rappelé, la diaspora africaine a toujours contribué économiquement à l'économie de nos pays. Oui, comme je le dis toujours, la diaspora compte, parce qu'en Afrique, l'Afrique est plombée par son retard par rapport au développement. Comme je le dis toujours dans ce plateau, le développement, c'est satisfaire les besoins primaires. Maintenant, si l'État ne parvient pas peut-être à carrément assister à ces besoins primaires-là, je pense que cette diaspora-là contribue de manière vraiment forte à ce développement-là. Parce que comme vous le voyez, ici au Sénégal, par exemple, dans certaines contrées, on vous dit que ce sont des groupements de jeunes ou de Sénégalais qui sont basés au niveau de la diaspora, qui ont construit des écoles ou acheté des ambulances, ainsi de suite. Donc, pour dire que cette diaspora africaine, en tout cas, compte pour le continent et le continent en a besoin par rapport vraiment à ses projets, mais aussi par rapport à son futur. Là, c'est surtout sur le plan économique, mais quelle lecture faites-vous de leur implication davantage aujourd'hui dans la gestion aujourd'hui des affaires de leur pays, comme le Parlement et d'autres élections également? Le cas du Sénégal, peut-être, n'est pas le cas du Gabon. C'est le cas également au Gabon, puisque les nouvelles lois adoptées leur permettront désormais de participer aux différentes élections. Vont leur permettre de participer à ces élections-là, mais comme l'a dit Thierno, certes, il est important que tous les acteurs puissent participer à ces élections-là, que ce soit la diaspora, que ce soit aussi les nationaux. Mais moi, ce qui me pose problème, bon, c'est un peu personnel. Parce que pour participer à la vie active d'un pays, il faut aussi être de ce pays, avoir la nationalité de ce pays, mais avoir 2 nationalités, vraiment pouvoir voter dans un autre pays et revenir voter dans son pays d'origine. Mais cher, aujourd'hui, le Gabonais qui vit en Europe, en Amérique ou dans un autre continent, il connaît mieux les réalités que vivent les Gabonais de
ce continent-là qu'aujourd'hui le Gabonais qui vit au Gabon. Est-ce que ce ne serait pas également une bonne chose pour qu'ils puissent représenter aujourd'hui ces gens de la diaspora qui vont les élire pour les représenter? Oui, c'est une bonne chose parce que, bon, comme vous le voyez, ici au Sénégal, on a des députés de la diaspora qui représentent les Sénégalais vivant en Espagne, en Italie. Et, bon, mais certes, c'est un vœu personnel, c'est une méthodologie personnelle de ma part pour ne pas être d'accord par rapport à certains aspects. Tout à fait. Mais je suis parfaitement... Nous le concédons également. Selon vous, quels sont les défis liés aujourd'hui à l'organisation de ce scrutin-là, qui est la présidentielle gabonaise, après la tenue du référendum qui a consacré une nouvelle constitution? Écoute, moi, je ressasse ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est le temps. Le temps est limité. Est-ce que l'entité en charge de l'organisation de ces élections, elle est prête? Est-ce que tous les Gabonais seront enrôlés à temps? Est-ce que toute la logistique sera déployée sur tout le territoire gabonais? C'est vrai que le Gabon, ce n'est pas un effectif ou ce n'est pas une population tellement nombreuse, quoi. Je pense qu'avec une certaine organisation, ça peut être possible. Il y a autre chose aussi, c'est que le Gabon, on sait que les dernières élections présidentielles, depuis très longtemps, on sait comment ça s'est passé, quoi. Donc, je pense que ça aussi, c'est une première. Ce sera une première et je pense que ça doit être très bien organisé. Tout le monde va suivre et je pense qu'il y aura des observateurs qui seront déployés pour tout cela. S'il faut se faire aider ou se faire assister, il faut le faire. Maintenant, pour moi, il faut aussi la sincérité du scrutin. Et c'est d'ailleurs ce qu'a promis l'actuel président de la transition, le général Oligui Nguema, c'est-à-dire des élections claires, transparentes et également crédibles. C'est ce qu'il a promis et c'est ce qui a également été réitéré par le président de l'Assemblée de la transition après l'adoption du nouveau code électoral. Malheureusement, nous en sommes à la fin de la première partie. En seconde partie du débrief, nous irons au Soudan pour parler de la visite ou de la tournée africaine du général Al-Bourhan et quels enjeux aujourd'hui de cette tournée, et c'est tout de suite. De retour pour la seconde partie de votre émission Le Débrief. Cher Sadibou, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de cette tournée africaine menée par le président de la transition soudanaise, le président Abdel Fattah Al-Bourhan? Par rapport au Soudan, je pense que, comme nous le savons, c'est un pays qui a traversé une situation assez difficile depuis des années, jusqu'à sa partition. Avec les coups d'État, Béchir est tombé, donc ces acteurs-là sont en train de se vraiment quereller pour des positions stratégiques, pour aussi obtenir le pouvoir dans sa totalité. Maintenant, la tournée d'Al-Bourhan au niveau ouest africain, je pense que c'est une tournée stratégique parce qu'il est en train de chercher à séduire ses pairs pour se conforter, parce que bientôt il y aura une sommet, je pense, de l'Union africaine. Sommet de l'UA, tout à fait. Voilà, donc il faut qu'il se cherche des alliés, de potentiels alliés qui vont lui permettre de défendre vraiment son programme, mais aussi sa vision par rapport au Soudan. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait une coexistence pacifique comme du temps de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. Je pense que le Soudan, c'est un très grand pays, un pays sur lequel comptent pratiquement les Africains. Donc je pense que lui et Daglo, ils doivent se réunir et faire ce que j'appelle la coexistence pacifique et être sincères. Tout le temps, je parle de sincérité des acteurs. Et dans ce cadre, même le Soudan du Sud, émanant aujourd'hui du Soudan, avait même proposé en tout cas ses services pour assurer la médiation entre Emeti et également le général Al-Bourhan. Il faut l'implication de tous les acteurs, que ce soit des pays frontaliers comme le Soudan, c'est le même pays, hein. Il y a eu partition certes, mais il faut l'implication des pays de l'Afrique, de l'Union africaine, même de la CEDEAO, parce que je pense que c'est entre nous, donc il faut qu'on puisse les gérer. Mais je prône une coexistence pacifique, en tout cas entre ces deux acteurs. Et qu'en est-il de l'axe pour cette tournée-là, l'axe choisi, plus l'Afrique de l'Ouest, cette ouverture aujourd'hui à ses pairs ouest-africains? Ses pairs ouest-africains, mais aussi à ses pairs du Sahel, Assimi Goïta surtout, parce qu'il a été bien accueilli au Mali, donc c'est entre deux militaires, donc je pense qu'il partage peut-être une vision, peut-être une vision des choses, de ce qu'il faut mettre en place pour permettre vraiment à l'Afrique dans sa globalité de se réunir, de s'entendre sur divers domaines. Je pense que Goïta l'a inspiré, comme Kagame a été inspiré aussi par Diomaye. Donc, en tout cas, chaque dirigeant africain peut-être trouve dans certains présidents des façons ou des méthodes vraiment mises en place qui peuvent les permettre vers lesquelles ils peuvent se retrouver. Et tellement également un conflit qui a démarré entre Al-Bourhan et Emeti depuis 2023, qui jusqu'en 2025 aujourd'hui se poursuit également. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que ce conflit perdure toujours au Soudan, malgré les différentes tentatives, en tout cas, de rapprochement entre les deux hommes?
Wow, c'est une question très intéressante et à la fois complexe. Parce que, en fait, je pense que le constat, il est malheureux, en fait. Le Soudan, ça ne marche pas. Il a tout à l'heure parlé de la partition Soudan Sud, Soudan du Nord. On pensait que c'est vrai, on voulait pas cela, mais comme la séparation s'est faite, maintenant ces deux pays vont marcher vers l'essor, le développement. Le Soudan, c'est un pays mais truffé de richesses. C'est un pays qui occupe une zone qui est situé dans une zone très intéressante. En fait, la relation hydrologique ou hydrique, on parle même de diplomatie hydraulique avec l'Égypte, c'est important. Fait en sorte qu'aujourd'hui, ce pays joue un rôle pivot dans la zone. Le port aussi du Soudan, qui lui permet d'aller vers l'Est un peu et d'avoir des rapports avec les pays du Golfe arabique, je veux dire. Donc ça montre que le Soudan est devenu un pays à enjeux multiples et stratégiques, non seulement pour les pays africains, mais surtout pour les pays du monde. C'est pourquoi aujourd'hui, on voit tous les yeux rivés vers ce pays-là et il y a beaucoup d'acteurs qui gravitent autour de la situation pour régler ça. Alors, je pense qu'aujourd'hui, au-delà de l'affrontement de ces acteurs-là, parce que c'est une des raisons, il y a des enjeux d'installation au Soudan entre des puissances étrangères, russes, Chine, américaine, etc. Et ça, c'est depuis très longtemps. Il y a aujourd'hui le lien entre, je le disais tout à l'heure, le Soudan et l'Égypte. Il y a les richesses qui sont au Soudan aujourd'hui. Et malheureusement, il y a cette instabilité politique qui perdure. Et la dernière de cette instabilité-là, c'est lorsque le général Gourane est venu au pouvoir et qu'il y a aussi la milice opposante qu'on appelle paramilitaire, et c'est ça qui amène aujourd'hui une guerre civile. Et c'est malheureux. Il y a beaucoup de morts aujourd'hui qui sont constatées. Il y a même des images, j'ai même envie de dire que j'espère que ces images ne sont pas authentiques. Et même des millions de déplacés et des populations qui traversent également une famine et de la malnutrition. Mais absolument, ouais, c'est ça, c'est la famine. L'ONU aujourd'hui a alerté, on va vers la famine, ou en tout cas c'est l'état d'urgence aujourd'hui qui est décrété au Soudan. Donc il y a des problèmes. Maintenant, il faut apporter des solutions. Et pour moi, je le dirai toujours, je ne le dirai jamais assez. La dernière fois, on a vu que la lumière au Soudan est venue du Sénégal avec le calife de Medina Baye, Cheikh Mohamed qui est parti. Et parce que on sait qu'il y a une forte communauté de foi islamique et qui sont liés à la confrérie Tidjane et particulièrement de Baye. Et quand il est allé là-bas, il a pu faire advenir, en tout cas, je ne dirais pas une paix, mais en tout cas, il y a eu le calumet de la paix qui a été fumé entre tribus, et ça a été une très bonne chose. Et alors qu'auparavant, les organisations internationales, comme les acteurs internationaux, ont échoué. L'échec était cuisant. C'est lui qui a fait advenir la paix. Je pense qu'il faut peut-être, dans un certain sens, abonder dans ce sens, ou même approfondir cette démarche-là. Peut-être que c'est l'une des raisons de la visite du président soudanais qui a fait une étape au Sénégal lors de sa dernière tournée. Et on reste sur ce point que vous avez soulevé tout à l'heure, à savoir le calife de Medina Baye, une communauté soufie tidjane basée au Sénégal, qui a eu à effectuer ce voyage et à permettre à une douzaine de tribus qui aujourd'hui étaient en conflit de déposer les armes et de se retrouver aujourd'hui. Et on a également constaté, même au Niger, au début du coup d'État, à côté aujourd'hui des missions diplomatiques également, la CEDEAO avait également misé aujourd'hui sur cette diplomatie religieuse-là, avec l'émir de Sokoto qui a eu, et l'émir même de Kano qui a eu en tout cas à faire des déplacements au Niger et à être reçu par le général également qui est au Niger et qui mène cette transition-là. Est-ce que cela ne doit pas appeler aujourd'hui à diversifier également les solutions, comme vous l'avez dit, et à côté de la diplomatie également et des autres solutions, impliquer également cette forme de diplomatie religieuse-là? Elle est fondamentale, qu'on l'appelle diplomatie religieuse, culturelle, diplomatie de sens. Pour moi, ça montre des effets. Je pense qu'il y a des résultats. Et c'est ça, c'est la vérité. Aujourd'hui, nous avons des configurations ou des contextes qui sont particuliers. C'est-à-dire que ce qui se passe sous nos tropiques, faire comprendre cela aux Occidentaux, c'est différent. L'Afrique ne peut pas marcher uniquement avec des résolutions aux Nations Unies ou en tout cas des réunions à l'Élysée ou même à Washington, etc. Nous pouvons nous réunir sous nos palabres, discuter, faire passer des subtilités. Et je pense que ces passeurs de subtilités, ce sont ceux-là qu'on appelle nos forces motrices, nos chefs religieux, nos chefs coutumiers, etc. Je pense qu'on doit les impliquer de plus en plus dans ces conflits-là. C'est important, surtout au Soudan.
il faut qu'on trouve Parce que qu'est-ce qui va continuer à se passer? C'est-à-dire que le Soudan est un pays très riche qui intéresse les puissances. Le port soudanais intéresse les puissances. Le sous-sol soudanais intéresse les puissances. Tout ce qui se passe au Soudan intéresse les puissances. Donc, chaque puissance va armer son camp. C'est ça la vérité. La Russie s'est opposée à quelque temps, a opposé son veto à une résolution portée par la Grande-Bretagne, etc., une résolution qui allait sanctionner le pouvoir actuel du général. Et je pense que demain, l'autre camp occidental va aussi apporter son veto contre une résolution que va apporter exactement. Je pense que c'est déplorable. Il faut, comme il a dit tout à l'heure, que les deux camps se réunissent, se posent autour d'une table pour sortir le Soudan de ce gouffre. Et ça, c'est fondamental. Sinon, c'est un pays qui est extrêmement riche, qui peut être prospère, qu'il a été dans le passé, mais malheureusement, qui aujourd'hui est en train de s'engouffrer vers quelque chose qu'on ne veut pas voir, mais qui est là. C'est-à-dire la guerre civile. Et réunir les deux camps, comme Thierno l'a dit, réunir les deux camps. Pour cela également, Sadibou, comment également ces mécanismes endogènes soulevés par Thierno peuvent constituer une solution ou bien même un début de solution par rapport à cette crise que traverse le Soudan aujourd'hui depuis 2 ans. Ces mécanismes endogènes de résolution des conflits qu'on a toujours connus sur le sol africain. Oui, vous savez, il y a une diplomatie traditionnelle, une diplomatie qui est utilisée par les États, mais ce que Thierno a dit, il a parfaitement raison, parce que cette diplomatie culturelle, religieuse, peut permettre à beaucoup de pays africains de sortir de ce genre de situation. Et le cas du Soudan en est le cas la plus vraiment parfaite. Parce que le Soudan, comme l'a dit Thierno, est un pays qui est au centre des enjeux internationaux. La présence chinoise, comme je l'ai dit tantôt, avec cette route de la soie, la Chine cherche à renforcer ses partenariats économiques avec beaucoup de pays. Même actuellement, avec l'arrivée de Trump va bloquer l'avancée chinoise aux États-Unis. Il va prendre beaucoup de décisions concernant les droits de douane pour les produits chinois. Donc, actuellement, le Soudan va être au centre de ces enjeux-là. Au niveau du Conseil de sécurité, certes, il y a des résolutions traditionnelles, comme la responsable de protéger, la résolution d'In-Achison et d'autres résolutions, la résolution de protection responsable, qui permettent de résoudre un certain nombre de conflits. Mais pour le cas africain, pour le cas du Soudan, ces types de résolutions ne peuvent pas marcher. Parce que déjà, au sein de ce Conseil de sécurité-là, il y a une certaine opposition entre acteurs. Les Chinois, ils ont le protégé. Les Américains ont le protégé. Les Russes aussi ont le protégé. Donc, chacun a des membres ou des acteurs qui se trouvent au sein de ce pays-là à défendre. C'est tout simplement ça. Maintenant, au lieu de s'orienter vers ces types de résolution du conflit, ces types de résolutions traditionnelles, qui ne marchent pas au Soudan, il faut essayer des méthodes de résolution endogènes qui sont propres à l'Afrique, des résolutions traditionnelles qui peuvent permettre vraiment à ce pays de sortir de l'ornière. Le Soudan fait partie de ces pays qui ont les plus grandes réserves de pétrole et de gaz dans le monde. Certes, il y a partition entre les deux. Le Sud et le Nord se partagent peut-être avec différents accords ce pétrole-là. Mais si cette situation de crise perdure, mais je pense que ce pays est voué à l'échec. Ce ne sont que les Soudanais qui vont en pâtir. Effectivement. On reste sur les mécanismes de résolution des conflits. À côté de ces mécanismes endogènes, on a vu également plusieurs tentatives de l'organisation qui est l'Union africaine, plusieurs tentatives en tout cas de trouver une solution à cette crise. Malheureusement, des tentatives qui sont restées vaines, ce qui a même conduit à la suspension du Soudan aujourd'hui de cette organisation qui est l'UA. Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous également de la gestion de la crise par l'organisation panafricaine? L'organisation panafricaine, pour de nombreuses crises qui se sont déroulées sur le continent africain, a utilisé des méthodes traditionnelles, certes, avec le Conseil de sécurité de l'organisation et d'autres organes qui permettent d'avoir des envoyés spéciaux, vraiment des délégations officielles ou officieuses qui vont essayer de rencontrer les acteurs, de discuter de paix et de sécurité, de moyens et de méthodes qui vont permettre d'avoir vraiment leur propre cahier des charges pour vraiment sortir de ces genres de situations. Mais depuis, ces méthodes traditionnelles-là, j'ai l'impression qu'elles sont devenues obsolètes. Donc, ces méthodes ne marchent plus. Donc, il appartient maintenant d'utiliser des méthodes vraiment endogènes, des méthodes qui sont purement africaines, qui vont permettre vraiment aux acteurs de se réunir et de se comprendre. Mais aussi, il faut que ces acteurs puissent lâcher du lest.
Parce que je pense que dans ces genres de situations, mais la Seconde Guerre mondiale, mais les Allemands, certes, bon, ils ont été dominés, ils ont été battus, mais à un moment donné, les vainqueurs aussi ont accepté de se retrouver autour d'une table, que ce soit avec les Allemands ou avec les Japonais. Donc pourquoi pas nous en Afrique? Pourquoi merci de reconstruire nos pays avec nos propres méthodes, avec nos propres moyens. Ça va être difficile. Je sais que tout début n'est pas facile. Donc pour les autorités soudanaises et vraiment ces acteurs-là qui vraiment aller vers cette retrouvaille-là autour d'une table pour trouver des solutions à cette crise qui perdure depuis 2023. Et Thierno, vous, quelle lecture vous faites de la gestion de cette crise soudanaise par l'organisation panafricaine qui est l'UA? Écoutez, pour moi, malheureusement, parfois l'Union africaine n'a pas été présente lorsqu'on a eu besoin de cette organisation, en fait. On dirait que l'Union africaine, elle est tellement lointaine, elle est tellement éloignée des problématiques, de la réalité et des problématiques africaines. Parfois, qu'on se demande, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Je pense que l'Union africaine doit avoir un rôle beaucoup plus prépondérant. Cette organisation, elle doit porter le destin de l'Afrique, comme l'a voulu les pères fondateurs. Je pense que c'est ça. Malheureusement, il y a tellement d'enjeux aujourd'hui autour de cette institution qui n'a même pas son budget propre, qui n'a pas... Mais Thierno, est-ce que la position également de l'UA ne se comprend pas un peu? Je m'explique. Aujourd'hui, avec ce principe de subsidiarité-là, aujourd'hui, des communautés économiques régionales et de l'Union africaine, est-ce que ce n'est pas également une façon pour d'abord l'UA de laisser aujourd'hui la communauté économique régionale concernée trouver des solutions et au cas aujourd'hui où elle n'y arrive pas, que l'IA puisse venir à la rescousse? Je suis d'accord avec toi. C'est une très bonne chose. Sauf qu'aujourd'hui, la communauté régionale qui chapeaute le Soudan, mais elle ne marche pas. Le Soudan est au milieu d'un pays, d'une zone très complexe. Raison pour laquelle le président est venu dans notre zone. Tout à l'heure, Sadibou l'a dit, et c'est important. Il y a deux démarches pour moi. En tout cas, la lecture que j'ai de cette visite-là. Il est d'abord allé voir des militaires avec qui il parle le même langage. Assimi Goïta, etc. Et Mali. Etc. Ensuite, il est venu voir Diomaye, un président qui vient d'arriver, virginité diplomatique, etc. Et donc, qui peut peut-être l'aider. Il y a une certaine légitimité populaire également. Et regarde, qu'est-ce qu'il a dit. Mauritanie également, l'actuel président en exercice de l'Union africaine. Et qu'est-ce qu'il a dit en fait? Il a dit que les puissances occidentales veulent déstabiliser le continent. Il surfe sur une dynamique aujourd'hui de souveraineté. Un discours en cours d'ailleurs dans certains pays africains. Un discours qui marche. Est-ce que c'est un discours populiste? Est-ce qu'il est sincère? On parlait tout à l'heure de la sincérité des acteurs. Est-ce qu'il est de bonne foi? On se pose ces questions-là parce que derrière, on sait que ce sont les puissances qui tirent les ficelles. C'est pourquoi l'Union africaine doit avoir un rôle beaucoup plus prépondérant. Pour moi, il faut ce droit d'ingérence aujourd'hui. Pour moi, ça doit être quelque part mis en exergue dans certains pays. Est-ce qu'on va regarder le Soudan sombrer? Mais ce droit d'ingérence pour être mis en œuvre, Thierno, est-ce que cela peut avoir lieu sans que ces organisations comme l'UA, la CEDEAO ou les autres organisations n'aillent vers une mue? Puisque la plupart du temps, même en cas d'élection, il arrive aujourd'hui que s'il y a une certaine ingérence même de ces communautés-là, que l'État en tant que tel même ou bien parle de sa souveraineté. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord aller vers une mue de ces organisations avant aujourd'hui d'aller vers ce droit d'ingérence? Je disais, de manière fondamentale, ces organisations-là doivent changer, doivent devenir plus proches des populations et des enjeux qui sont liés au destin des peuples. L'Union africaine aujourd'hui, mais sincèrement, nous tous, moi j'ai visité l'Éthiopie un jour, mais je pense que oui, même le siège de l'Union africaine a été construit par la Chine, n'est-ce pas? Le budget est géré, en tout cas la majorité, par l'Union européenne. C'est-à-dire que sur même des enjeux souverains fondamentaux, c'est-à-dire que nous, on ne répond pas présent. Mais vous oubliez, c'est un fondamental qu'il y a un Conseil de sécurité à l'Union africaine qui doit agir. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que il y a certaines questions qui sont d'ordre, qui touchent les droits humains, qui touchent aujourd'hui la paix du continent, la guerre civile, parce que comme je le disais, on est au bord de cela, la famine. Mais on ne doit pas attendre, on doit agir. C'est-à-dire que les résolutions ne doivent pas juste venir des Nations Unies ou de la France, des États-Unis ou de l'Angleterre. On doit agir. Il faut agir et je pense que c'est... D'autant plus que l'organisation dispose, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, de son conseil de paix et de sécurité qui peut aujourd'hui prendre ses résolutions vis-à-vis des pays membres. Et ce que j'ajouterais, même si on ne va pas dans une dynamique de guerre,
Mais la force d'attente, on parle de force d'attente par exemple à la CEDEAO, mais je veux dire, on peut rassembler beaucoup d'hommes et les amener sur le front pour que déjà qu'il y ait une ligne de démarcation. Une forme de force d'interposition entre les deux camps. Absolument. Et puis accompagner la reconstruction de ce pays-là. Et Sadibou, le Mali, la Guinée-Bissau, Sierra Leone, Sénégal et Mauritanie, les différentes étapes de la tournée d'Al-Bourhane. Une tournée d'Al-Bourhane qui constitue, est-ce que cela ne constitue pas également une forme d'ouverture diplomatique également de l'actuel président de la transition soudanaise? Oui, c'est une ouverture diplomatique. Comme je l'ai dit, il cherche des alliés parce que venir visiter le Mali, c'est pas quelque chose d'anodin parce qu'actuellement, sur le plan international, tout le monde parle du Mali, tout le monde parle de l'AES parce que l'AES s'est constitué avec le Niger et le Burkina. Dirigé d'ailleurs par le Mali. Dirigé d'ailleurs par Assimi Goïta. Donc, il est important de venir rencontrer Assimi Goïta, de dérouler sa vision, essayer de vraiment rendre les visions vraiment, si possible, plus émergentes, mais aussi si possible, plus vraiment concrète entre ces deux hommes. La Sierra Leone également, où il a été reçu par Julius. Oui, oui. Donc, ici aussi au Sénégal, comme vous le savez, Diomaye, c'est quelqu'un de très attractif au niveau des pays de l'AES, mais aussi au niveau international, parce que c'est un jeune président qui est décomplexé, qui n'a pas foi aux yeux, qui ose dire les réalités qui gangrènent le continent africain. Donc, je pense qu'il a voulu, cette visite, il a voulu tout simplement montrer que lui aussi, il se cherche des alliés, il se cherche aussi des alliés mûrs, des alliés matures aussi, des alliés qui ont cette vision vraiment de l'autonomie et de la souveraineté du continent africain. Parce que Assimi Goïta, quoi qu'on puisse dire, tout ce qu'il défend, les principes qu'il défend, c'est tout simplement la souveraineté du Mali. Si vous venez au Sénégal aussi, donc un changement systémique, c'est le slogan de Diomaye, mais aussi la souveraineté. Parce que vous avez vu le Sénégal et d'autres pays africains ont eu à pratiquement demander aux bases françaises de tout simplement quitter le pays. Donc cette visite-là va permettre vraiment au général aussi de vraiment comprendre qu'en Afrique, il y a des enjeux qui sont en train de se jouer. Et pour aussi peser sur le plan international, il faut avoir des alliés concrets comme le président du Sénégal, mais aussi comme les pays du Mali. C'est qu'il a rappelé que les pays africains sont unis par ces mêmes problèmes et les mêmes destins, qu'il faudrait qu'ils s'unissent également, se mettent ensemble pour pouvoir relever ces défis-là. Et en Mauritanie, où le président Mohamed Ould El Ghazouani l'a reçu, je rappelle qu'il est également le président en exercice de l'Union africaine. Il a en tout cas promis à Al-Bourhane, le président soudanais, qu'ils allaient l'accompagner à surmonter aujourd'hui cette crise que traverse ce pays-là. Et je rappelle que le Soudan est présentement suspendu de l'organisation qui est l'UA. Aujourd'hui, un sommet également de l'UA attendu pour très bientôt. Pas peut-être forcément un retour ou bien une levée de la suspension de l'UA, mais pourrait-on aller en tout cas vers un allègement en tout cas des sanctions à l'encontre de ce pays-là? Oui, oui, j'espère qu'on va aller vers un allègement. Tout d'abord, le président mauritanien aussi, c'est un ancien militaire, donc ils se comprennent, les deux hommes. Je pense que lors de leur tête-à-tête, ils vont se comprendre sur plusieurs points. Et au niveau de l'Union africaine aussi, il faut vraiment prendre du recul par rapport à ces sanctions-là. Certes, un pays qui vraiment ne répond pas aux règles démocratiques doit être sanctionné, certes, mais à un moment donné, je pense que les dirigeants aussi africains, aussi de l'Union africaine, doivent comprendre que ces pays traversent des situations quasi difficiles. Je pense que utiliser la sanction, ces méthodes économiques-là pour pratiquement contrer un pays à répondre à des aspects, je pense que c'est un peu difficile. D'habitude, ces sanctions-là ne sont pas faites contre les dirigeants, mais c'est fait contre ce sont plutôt les populations qui vont en pâtissent. Voilà, vraiment. Et je voulais rester sur un point avec Thierno. Les puissances étrangères alimentent les conflits en Afrique. Ce sont là les propos aujourd'hui du général Abdel Fattah al-Burhan. Est-ce que ce n'est pas également une sorte de fuite en avant, de toujours accuser l'autre ou l'extérieur de tous les maux qui nous assaillent sur le continent africain? C'est lui en train de rire. C'est vrai que c'est peut-être la question à $10 000. Elle est complexe. Maintenant, pour y répondre, je pense qu'il faut qu'on regarde la réalité. La réalité, c'est que je pense que nous, en tout cas les peuples africains, on n'a pas de compte à demander aux Occidentaux. C'est à nos dirigeants de nous rendre compte. C'est eux qu'on a élus, c'est eux qu'on a portés au pouvoir. C'est ça la vérité. Et la plupart du temps, on leur donne tous les moyens pour gouverner, pour apporter des résultats. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième réponse, c'est que nos pays,
le Sénégal, le Sahel, la région ouest africaine, nos pays sont à proie à des difficultés transrégionales, internationales. L'extrémisme violent, le climat aujourd'hui sont des problématiques qui percutent toute l'humanité. Et dans ce sens-là, pour moi, les pays occidentaux, les pays du monde aussi, peuvent apporter leur solidarité. Je pense que ça, c'est important. Maintenant, lorsque ces solidarités arrivent sur le continent, est-ce que ces solidarités ne sont pas monnayées? Point d'interrogation. Est-ce que ces solidarités sont sincères? Est-ce qu'elles sont apportées juste parce qu'on a des pays avec qui on doit collaborer pour mettre fin à des situations qui peuvent demain surgir ou venir dans nos pays? Ça aussi, ce sont des points d'interrogation. On voit des pays ou en tout cas des endroits où il y a des milices qui sont là-bas, il y a des extrémistes, il y a des bandes. On sait que ces bandes sont armées et que nos États ne produisent pas des armes. Et autant de points d'interrogation auxquels, en tout cas, les réponses, les populations les attendent plus de ces dirigeants-là qu'ils ont élus et portés au pouvoir. Je rappelle que nous recevions M. Thierno Souleymane Diop Niang, spécialiste en relations internationales et sciences politiques. Merci encore, Thierno, d'avoir été avec nous. Toujours un plaisir de partager le plateau avec vous. C'est un plaisir partagé et comme je le dis, j'ai été très heureux de partager le plateau avec mon ami Sadibou. Toujours aussi un plaisir, cher Sadibou Ndiaye, de partager le plateau avec vous. Je rappelle également que vous êtes spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Merci encore, Sadibou. Merci, Daouda. C'est un plaisir partagé aussi. Vraiment, je suis fier d'avoir partagé ce plateau avec M. Thierno. Un plaisir également et merci aussi à nos collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes. Thank you.